Daniel Ganzer sur le conflit ukrainien, l'autre côté de la vérité. Sans la violation du droit international par le président américain Obama il y a 8 ans, l'invasion militaire illégale de Poutine n'aurait probablement pas eu lieu. C'est ce qu'écrit Daniel Ganzer, docteur en philosophie, sur la plateforme internet rubicon.news. Daniel Ganzer est un historien suisse spécialisé dans l'histoire contemporaine après 1945 et la politique internationale. Ses recherches portent sur la paix, la géostratégie, la guerre cachée, la lutte pour les ressources et la politique économique. Il dirige l'Institut suisse pour la paix et la recherche sur l'énergie à Bâle. Nous présentons ici son analyse complète du conflit ukrainien. Le 20 février 2022, le président russe Vladimir Poutine a donné l'ordre à son armée d'envahir l'Ukraine. C'est une violation des règles de l'ONU interdisant la violence. Donc, c'est illégal. Presque exactement 8 ans plus tôt, le 20 février 2014, le président américain Barack Obama a fait renverser le gouvernement ukrainien afin d'attirer le pays dans l'OTAN. Ce coup d'État est à l'origine de la guerre en Ukraine. Tout comme l'invasion de Poutine, le comportement d'Obama constituait une violation des règles de l'ONU, interdisant la violence et était donc illégal. Il est temps de ne plus se contenter des demi-vérités de l'une ou de l'autre partie et de raconter l'histoire du conflit de manière complète et équilibrée. Nous n'entendons que la moitié de l'histoire. Actuellement, on lit et on entend beaucoup de choses dans les médias sur l'invasion de Poutine, qui est critiquée à juste titre. Mais on ne lit et on n'entend pratiquement rien sur le putsch d'Obama. Pourquoi ne nous racontons que la moitié de l'histoire? Les États-Unis ont-ils vraiment renversé le gouvernement de l'Ukraine? Pourquoi presque personne ne l'a-t-il remarqué à l'époque? Et quelles en sont les preuves historiques? Je reçois souvent des questions de ce genre en ce moment. En tant qu'historien et chercheur sur la paix, je mène depuis des années des recherches sur les guerres ouvertes et cachées des États-Unis, et j'ai également décrit le putsch en Ukraine dans mon livre « Illegale Kriege », guerre illégale. C'était un coup d'État sponsorisé par l'Occident. Il n'y a guère de doute à ce sujet. Reconnaissait déjà Ray McGovern, l'ancien collaborateur de la CIA. Un an après le putsch du 10 mai 2015, j'ai donné une conférence à Berlin sur les événements en Ukraine et j'y ai montré que le président Obama avait effectivement renversé le gouvernement ukrainien. Ceux qui le souhaitent peuvent visionner cette conférence en allemand. Confrontation des puissances nucléaires. La guerre en Ukraine est un conflit international particulièrement délicat, car elle oppose les États-Unis et la Russie qui disposent tous deux d'armes nucléaires. Comme lors de la crise de Cuba, les deux parties jouent des cartes cachées et tentent d'attirer l'Ukraine dans leur sphère d'influence. En 1991, après la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'Union soviétique, l'Ukraine a déclaré son indépendance de l'Union soviétique. La faiblesse de Moscou a donné pour la première fois à Washington l'occasion d'étendre l'influence américaine en Europe de l'Est et d'intégrer dans l'OTAN les anciens pays membres du pacte de Varsovie, autrefois contrôlés par Moscou. L'élargissement de l'OTAN vers l'Est et le sommet de Bucarest. Bien que les États-Unis aient promis à la Russie que l'OTAN ne s'étendrait pas, c'est exactement ce qui s'est produit. La Pologne, la République tchèque et la Hongrie sont devenus membres de l'OTAN en 1999. Et en avril 2008, lors du sommet de l'OTAN dans la capitale roumaine Bucarest, le président américain George Bush a déclaré que l'Ukraine ferait également partie de l'OTAN. La Russie était furieuse, car l'Ukraine est directement limitrophe de la Russie. Aux États-Unis aussi, des voix se sont élevées pour mettre en garde. Imaginez l'indignation de Washington si la Chine forgeait une puissante alliance militaire et tentait d'y rallier le Canada et le Mexique, a déclaré le politologue américain John Mearsheimer de l'Université de Chicago. Selon Mearsheimer, l'Occident a inutilement provoqué les Russes et est donc coupable de la crise en Ukraine. Le sénateur John McCain sur le Maïdan. Sur le Maïdan, la place centrale de Kiev, la capitale ukrainienne, des personnes ont manifesté fin 2013, toujours plus nombreuses, contre le gouvernement du président Viktor Yanukovych et du Premier ministre Mykola Azarov.
Le célèbre ex-champion du monde de boxe Vitali Klitschko a pris la tête des manifestations et tenu des discours enflammés en étroite concertation avec les États-Unis. Dans cette situation tendue, le 15 décembre 2013, l'influent sénateur américain John McCain s'est envolé pour l'Ukraine et a rendu visite à Klitschko et au camp des protestataires du Maïdan. Le sénateur américain a encouragé les manifestants à renverser le gouvernement ukrainien. Imaginez l'indignation à Washington si un parlementaire russe connu s'envolait pour le Canada afin d'aider les manifestants de la capitale Ottawa à renverser le gouvernement canadien. C'est exactement ce que les États-Unis ont fait en Ukraine. L'ambassade américaine à Kiev coordonne les protestations. Les organisateurs des protestations sur le Maïdan fréquentaient assidûment l'ambassade américaine pour y recevoir des ordres. Certains manifestants étaient armés et s'en prenaient violemment à la police. Les Américains ont visiblement forcé l'évolution vers la confrontation, se souvient le Premier ministre Mykola Azarov, qui a été renversé. À l'ambassade des États-Unis à Kiev, c'est l'ambassadeur américain Geoffrey Piat qui a soutenu les manifestants et déstabilisé ainsi l'Ukraine. L'ambassadeur Piat était en contact direct avec l'ex-boxeur Klitschko. La manifestation sur le Maïdan, bien organisée, a pris de l'ampleur et les tensions ont augmenté à Kiev. L'actuel président américain Joe Biden a lui aussi été directement impliqué dans le coup d'État puisqu'il a soutenu la manifestation sur le Maïdan. En décembre 2013, Biden, alors vice-président sous Obama, a appelé le président Yanukovych dans la nuit et l'a menacé de sanctions s'il faisait évacuer le Maïdan par la police. Yanukovych a alors renoncé à l'évacuation prévue. Les 5 milliards de dollars de Victoria Nuland. Au sein du département d'État américain, Victoria Nuland était responsable du coup d'État. Sous la direction du secrétaire d'État américain John Kerry, Mme Nuland était une collaboratrice haut placée du président Obama. Elle était secrétaire d'État adjointe. Sous la présidence de Donald Trump, Mme Nuland a perdu de son influence. Mais le président Joe Biden l'a rappelée au ministère des Affaires étrangères en tant que secrétaire d'État. En Ukraine, Nuland voulait renverser le Premier ministre Mykola Azarov et le président Viktor Yanukovych afin d'attirer le pays dans l'OTAN, comme cela avait été décidé lors du sommet de Bucarest. Les leaders de la manifestation sur le Maïdan ne prenaient pas seulement leurs ordres à l'ambassade américaine, mais y retiraient aussi leur rémunération. En décembre 2013, 2 mois avant le coup d'État, Mme Nuland avait déclaré dans une conférence « Nous avons investi plus de 5 milliards de dollars pour aider l'Ukraine à garantir la prospérité, la sécurité et la démocratie. » Cela a également suscité des critiques aux États-Unis. L'ancien membre du Congrès américain, Ron Paul, s'est publiquement interrogé. Nous avons entendu la vice-secrétaire d'État américaine Victoria Nuland se vanter que les États-Unis avaient dépensé 5 milliards de dollars pour le changement de régime en Ukraine. En quoi cela est-il acceptable? Le fait qu'une partie des manifestants en Ukraine ait été payés était alors un secret de polichinelle. Il y a des gens comme le milliardaire américain George Soros qui financent les révolutions. Soros a également soutenu le Maïdan, a payé des gens qui ont gagné plus en 2 semaines que pendant 4 semaines de travail en Ukraine occidentale, a expliqué l'experte en Ukraine Ina Kirsch au journal Wiener Zeitung. Ina Kirsch, qui était sur place à Kiev, a déclaré « Il y a suffisamment de preuves que des gens ont été payés, aussi bien sur le Maïdan que sur la contre-manifestation, l'anti-Maïdan. Il y avait des prix pour chaque prestation. Je connais des gens qui, lors de la contre-manifestation, ont encaissé le matin sur l'anti-Maïdan, puis sont allés sur le Maïdan où ils ont encaissé une 2e fois. Ce n'est pas inhabituel en Ukraine. » L'appel téléphonique avant le putsch. La preuve centrale de l'implication des États-Unis dans le putsch en Ukraine est une conversation téléphonique interceptée entre Victoria Nuland et l'ambassadeur Geoffrey Piat, qui a eu lieu le 7 février 2014, quelques jours seulement avant le putsch. Dans cette conversation téléphonique, Mme Nuland dit qui devrait former le nouveau gouvernement en Ukraine après le putsch. Je ne pense pas que Klitschko devrait faire partie du nouveau gouvernement. Je pense que ce n'est pas nécessaire et ce n'est pas une bonne idée, détermine Nuland. Je pense que Yatsenyuk est l'homme de la situation. Il a l'expérience nécessaire en économie et en politique.
Et c'est effectivement Arseniy Yatsenyuk qui est devenu Premier ministre en Ukraine après le coup d'État. L'ex-boxeur Vitali Klitschko a dû se contenter du poste de maire de Kiev. Cela prouve que Victoria Nuland a planifié le coup d'État pour les États-Unis et l'a mené à bien. Ban Ki-moon de l'ONU pourrait aider à faire passer les choses et, tu sais quoi? Fuck the EU, a dit Nuland textuellement dans la conversation interceptée, ce qui a provoqué l'indignation de la chancelière allemande Angela Merkel. Les snipers font dégénérer la situation le 20 février 2014. Fin février, la situation sur le Maïdan a dégénéré. Le 20 février 2014, un massacre a eu lieu lorsque des tireurs d'élite non identifiés ont tiré sur des policiers et des manifestants depuis différentes maisons, faisant plus de 40 morts. C'était le chaos. Le gouvernement en place du président Viktor Yanukovych et de son unité de police Berkut ont immédiatement été tenus pour responsables du massacre, bien qu'ils n'aient eu aucun intérêt à ce que la situation s'aggrave, puisqu'ils ne voulaient pas se renverser eux-mêmes. Le monde ne devrait pas voir un dictateur massacrer son peuple, a commenté pour le journal allemand Bild le boxeur Vitali Klitschko, qui voulait renverser le gouvernement. Le changement de régime a réussi. Le président Yanukovych a été renversé et a fui en Russie. Il a été remplacé par le milliardaire Petro Porochenko qui, en tant que président, a immédiatement déclaré vouloir conduire l'Ukraine dans l'OTAN. Obama parle du putsch. Un an après le putsch, le président américain Obama a parlé à la CNN du changement de pouvoir en Ukraine, tout en occultant le rôle des États-Unis. Poutine a été pris à contre-pied par les manifestations du Maïdan, a déclaré Obama. Yanukovych a fui après l'accord de transfert de pouvoir que nous avons négocié. Les téléspectateurs de CNN n'ont donc pas su que c'était Obama qui avait renversé le gouvernement en Ukraine. Poutine parle du coup d'État. Mais les Russes savaient que les États-Unis avaient organisé le coup d'État et étaient très en colère. Je pense que cette crise a été créée délibérément, a déclaré le président Poutine au journal italien Corriere della Sera. La situation aurait alors évolué de manière totalement différente. Poutine était convaincu que les pays de l'OTAN auraient pu empêcher le coup d'État. Si l'Amérique et l'Europe avaient dit à ceux qui ont commis ces actes anticonstitutionnels, « Si vous arrivez au pouvoir de cette manière, en aucun cas nous ne vous soutiendrons. Vous devez organiser des élections et les gagner. » La sécession de la Crimée. Le président Vladimir Poutine n'avait pas l'intention d'abandonner l'Ukraine sans se battre. Immédiatement après la chute de Yanukovych, il a donné l'ordre, à l'aube du 23 février 2014, de commencer à récupérer la Crimée. Le 27 février 2014, des soldats russes, en uniforme vert sans insigne, ont occupé tous les points stratégiques de Simferopol, la plus grande ville de la péninsule de Crimée. Dès le 16 mars 2014, 97% de la population de Crimée avait voté pour quitter l'Ukraine et rejoindre la Russie. Depuis lors, la péninsule de Crimée ne fait plus partie de l'Ukraine, mais de la Russie. Ni les États-Unis ni la Russie n'ont respecté le droit international dans la guerre en Ukraine. Obama a d'abord enfreint le droit international avec le coup d'État du 20 février 2014. En réaction, Poutine a lui aussi enfreint le droit international en occupant la Crimée le 23 février 2014. L'occupation de la Crimée par la Russie a constitué une violation du droit international en vigueur. La souveraineté du droit international et l'intégrité territoriale de l'Ukraine ont été bafouées, explique Dieter Dageroth, ancien juge au tribunal administratif fédéral. L'Occident critique désormais sévèrement Poutine, même si l'Occident a lui-même enfreint le droit international en vigueur dans de nombreux cas et qu'il continue à le faire au Kosovo, en Irak, en Afghanistan, en Libye, par la guerre des drones, à Guantanamo, etc., ce qui a gravement entamé sa crédibilité. Le Donbass fait sécession. Après le coup d'État à Kiev et la sécession de la Crimée, l'Ukraine est entrée dans une guerre civile. Le nouveau Premier ministre, Arseniy Yatsenyuk, a tenté de prendre le contrôle de tout le pays avec l'armée, les services secrets et la police. Mais tous les soldats, policiers et agents des services secrets n'ont pas suivi les directives du gouvernement putschiste.
Dans l'est russophone de l'Ukraine, limitrophe de la Russie, les districts de Donetsk et de Louhansk ont déclaré qu'ils ne reconnaissaient pas le gouvernement putschiste de Kiev. Les séparatistes ont occupé des postes de police et des bâtiments administratifs, arguant que le nouveau gouvernement n'avait aucune légitimité puisqu'il était arrivé au pouvoir par des voies illégales. Le Premier ministre Yatsenyuk a rejeté cette idée avec véhémence et a déclaré que tous les séparatistes étaient des terroristes. Le directeur de la CIA, John Brennan, s'est rendu à Kiev pour conseiller les putschistes. Le 15 avril 2014, l'armée ukrainienne, avec le soutien des États-Unis, a commencé son opération spéciale antiterroriste et a attaqué la ville de Slaviansk, dans le district de Donetsk, avec des chars et des véhicules de combat d'infanterie. C'est ainsi qu'a commencé la guerre civile ukrainienne, qui a fait plus de 13 000 morts en 8 ans et qui a conduit à l'invasion illégale de Poutine le 24 février 2022. Le coup d'État de Kiev ne donne pas à Poutine le droit d'envahir l'Ukraine et de violer ainsi le droit international. Mais si nous, qui sommes en Occident, nous ignorons le coup d'État de 2014, nous ne pourrons jamais comprendre la guerre en Ukraine.